So, some introductions to kickstart this conversation. Fabrice Bru, you are Director of Cybersecurity and Architecture at Groupement Mousquetaire, that everyone who's French here will have heard about, and you're also the President of the CESA here in France. We're delighted to have you with us here. Thank you. Odile Dutil, you are President of the Clusif and Cyber Director at Caisse des Dépôts. Thank you for joining us this morning, sorry. Thank you. Nolwenn Lester, you are head of the Cybersecurity Commission at Numeum and also COO at the Almen Group. Yes, thank you. Thank you for being with us. And Ralf Kleinfeld, you are CISO of the Otto Group. It's Germany's largest e-commerce company and number 3 in the world. And you are also board member of the CISO Alliance. Thank you for joining us here this morning. Thank you for having me. So I'm going to start this conversation with something very concrete. It's the need to integrate security earlier in the life cycle as the pace of attacks is accelerating quite dramatically. And Nolwenn, I'm going to start with you because you mentioned in our conversation to prepare this session that the window between vulnerability disclosure and exploitation is now down to just a few hours or less in some cases. So in that context, what does security by design actually mean and look like? Yes. Building a trusted digital environment requires a real paradigm shift. Cybersecurity can no longer be seen as a constraint, but really be taken as a strategic topic. And that is why, and you said it, the window between vulnerability disclosure and the exploitation is now a few hours less. I think that the Almond panorama last year says 40 minutes. So bolting security at the end of the project is not possible anymore. So security by design, what does this mean? It means that embedding security from the very first line of the development of the code. And we think that this is a topic that is particularly important when we are talking about AI. And you know, this will come. This will come because we have the Cyber Resilience Act that will come into force next year. That will strengthen the security of digital products, software, hardware, and IoT through a security by design and a security by default approach. So the aim is to ensure to better protect the end user. And Numeum, as the organization that represents the software industry and the service, the digital service industry, is also helping its member to be prepared to this new regulation that is coming next year. Thank you very much for that, Nolwenn. Now, Ralf, in a business like Otto Group, where everything is digital and therefore exposed at scale, this is now actually a matter of a condition of survival, really. And how do you operationalize it, especially with the acceleration brought on by AI, as discussed by Nolwenn here? Yeah, I think I would emphasize on that speed is really mattering today. And for me, the term security by design becomes a new meaning because it's not a question if you're doing that, it's just more a question how, and you have to start very early. And if you look at there's a web page called Zero Day, forgotten. But they measure the time to exploit. You also said it's coming down to hours. So security by design means that your software is being patched more or less automatically. So you have to integrate that from the beginning in your software development life cycle, because doing that at the end will cost too much time, and probably you have to evaluate if your software is still working as it should. So testing is not an option anymore, so testing must be also automated so that you can update your software through very short time periods. And we heard that earlier in this discussion that NPMs, so third-party software, also has to be regarded in this security by design, because otherwise you can say my own software is secure, but I'm using software of someone else. And if you don't integrate that in your own development lifecycle,
you're vulnerable. So security by design for me is the answer to that. And behind that is a change of how you look at security as a continuous topic. So we will never be finished with that. In earlier days, people often ask the question, how long does that project last until you're ready with that annoying topic of cybersecurity? But today that changed, and it's important that we look at it as a continuous task. That's a very valid point indeed, a fast-moving landscape indeed. Now, Fabrice, in very large operational environments like retail and logistics, the environment you operate in with the Mousquetaire, where complexity is really, really high, where do you see the main points of friction when trying to embed security early by design? And what actually works in practice? So, as it's been a very long time since I didn't speak English, I will do it in French just because there are many people out there. Absolument. I'm very sorry about that. No, not a problem. Donc, la manière dont on intègre la cybersécurité, en fait, dans l'univers du retail et la logistique, comme l'a dit Franck Lemoyle juste avant, on a deux enjeux. On a le privacy, on a la résilience, c'est-à-dire la continuité. Et la difficulté qu'on rencontre dans cet univers, c'est qu'on est de plus en plus dans une approche stratégique d'omnicanalité, c'est-à-dire que l'expérience du client soit la même dans l'univers du digital que sur le carrelage. Et en fait, quand on commence à regarder un petit peu dans le détail ce sujet, on s'aperçoit qu'on a finalement souvent deux univers IT qui s'affrontent. Vous avez le digital, qui est plutôt dans une organisation agile, souvent sur des environnements hyperscalés, qui sont capables de délivrer très rapidement de la valeur. Et puis vous avez le carrelage, qui est le retail historique, qui lui est plutôt sur du legacies, on-prem, avec des évolutions plutôt en mode projet. Et donc il va falloir travailler l'intégration de la cybersécurité en amont, en tenant compte de ces deux univers qui, à un moment donné aussi, doivent commencer à pouvoir travailler ensemble pour que l'expérience soit la plus fluide, selon que je la démarre sur le digital et que je la termine sur le carrelage. Et donc en fait, quand on travaille sur ces sujets de cyber, on s'aperçoit que le processus d'intégration de la cybersécurité, alors analyse de risque, et puis ensuite, quand on a un Go for Project, on va commencer à faire de l'analyse de l'audit de code, de l'intégration de la cybersécurité dans les spécifications fonctionnelles, qu'elles soient détaillées, générales, etc. Enfin bref, on intègre un jalon cyber à chaque jalon important de la méthodologie projet. Quand vous êtes dans un univers agile, finalement, vous avez à peu près les mêmes méthodes à mettre en œuvre, mais votre vélocité n'est pas la même. Vous avez des sprints qui apportent de la valeur toutes les 4 semaines. Vous avez un projet qui apporte de la valeur. Je mets un délai ou ça dépend, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez des projets qui peuvent effectivement intervenir sur 6 mois, et puis vous avez parfois des tunnels qui peuvent durer 12 mois, 18 mois. Et donc, du coup, comment faire en sorte? En fait, vous devez avoir des équipes qui savent, puisque nos ressources ne sont pas infinies non plus dans l'univers de la cyber, c'est compliqué de trouver les bonnes compétences, attirer les talents, et puis vous avez en face de vous quand même une organisation qui est parfois hyper complexe, et vous avez beaucoup de monde. Mais on n'a pas des tailles de ressources dans les directions cybersécurité équivalentes à la Dev Factory, à la direction des applications et aux directions métiers. Et donc, en fait, vous devez leur apprendre à travailler sur ces deux types de techno, sur ces deux types de méthodologies projet, l'un en mode agile, l'un en mode projet, avec une vélocité qui n'est pas tout à fait la même. Et après, effectivement, techniquement, ce n'est pas non plus toujours les mêmes outils. Selon qu'on est dans le pipeline de la chaîne de développement en environnement agile, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on fait en dev sur du pro-logiciel relativement standard en interne de la maison. Donc ça, c'est ma première réponse sur les difficultés qu'on peut avoir. La deuxième, effectivement, c'est le niveau de maturité. Aujourd'hui, on arrive à atteindre un très bon niveau de maturité dans tout ce qui est l'analyse de risque et faire prendre conscience au métier de l'impact d'un événement redouté sur la chaîne de valeur. Et c'est bien comme ça qu'on présente le risque cyber, en fait. C'est l'avènement d'un événement redouté sur ma chaîne de valeur. Ça, ils arrivent à peu près à le comprendre. Mais ensuite, les techniques évoluent tellement, les technologies évoluent tellement,
que nous, suivre derrière, devient compliqué. Je parlais de l'intégration de la cybersécurité dans la chaîne de DevSecOps, par exemple. En fait, on s'aperçoit que les équipes reviennent tous les 4 matins avec un nouveau truc qui arrive, qui va permettre de vérifier, faire l'audit de code, faire l'audit... Alors, on me parle de tout un tas de choses qui sont assez complexes. Donc, et à la fin des fins, le plus important, c'est de faire comprendre à notre métier ou à notre client interne l'apport de valeur que l'on a, c'est-à-dire l'impact que peut avoir nos prises de décision sur son process prévu. Parfois, on peut avoir des processus qui vont être légèrement modifiés, et c'est légitime. Mais il faut qu'on soit tous d'accord pour le faire, parce qu'il y avait un risque qui n'avait pas été envisagé au départ. Et ensuite, voilà, quand on est tous d'accord, ça fonctionne bien. Mais pour moi, voilà, le deuxième point, c'est aussi ces problématiques de maturité. Alors j'en profite justement pour faire le pont avec vous, Odile. Vous posez cette question, vous pouvez répondre en anglais ou en français au choix. C'est le rôle justement du CISO dans tout ça, qui inévitablement va devoir changer également, mais qui n'est pas un rôle simplement technique, bien sûr. Alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique de devenir un partenaire stratégique du board, du COMEX, dans une entreprise, dans un business, et dans un contexte où on vient amener aussi ou adopter de nouvelles réglementations comme NIS 2 par exemple? Alors, effectivement, les nouvelles réglementations, que ce soit NIS 2, DORA, enfin, on a tout un package réglementaire qui vient du niveau européen pour faire monter finalement en maturité cyber l'ensemble de l'écosystème. Et donc, quand on est dans un rôle de CISO, tous ces packages, en fait, finalement, ces conformités, elles sont précises. On a à répondre à des exigences assez précises en termes de cybersécurité, et donc elles arrivent finalement chez nous. Dans toutes les banques, typiquement, puisque DORA, c'est la lex spécialiste de NIS 2 pour le niveau banque et assurance. Toutes les banques, en fait, la plupart du temps, elles ont intégré toute la partie conformité DORA dans leur programme cybersécurité, et elles revoient leur plan stratégique cyber, finalement, à l'aune de DORA. Donc le CISO, forcément, se trouve déjà complètement avec des interlocuteurs complètement transverses, et parle à son COMEX beaucoup plus, puisqu'il y a aussi l'obligation réglementaire que les COMEX ou les CEO de société, voire la gouvernance comme les conseils d'administration, soient formés au risque de cybersécurité, ce qui d'ailleurs est une très bonne pratique. Mais ce n'est pas forcément nouveau, vous l'avez dit Charlotte. En fait, quand on prend un petit peu de recul, on voit que le rôle du CISO a beaucoup évolué. Finalement, c'est en constante évolution, c'est ce qui le rend aussi intéressant. On est passé d'un rôle technique, vraiment maintenant un partenaire business des métiers. On est là pour accompagner les métiers, on n'est plus du tout dans la position de machine à dire non au DSI pour toutes les évolutions de l'IT, mais on est plutôt là en accompagnement pour voir comment aussi permettre au business d'évoluer et comment sécuriser finalement l'ensemble des nouvelles technologies aussi qui se présentent à nous. Donc on a une évolution réglementaire, on est aussi dans un contexte d'évolution technologique fort, on a l'hébergement dans le cloud, l'IA évidemment, à venir le quantique. Et donc tout ça fait que nous parlons à tous les interlocuteurs dans la partie business finalement des entreprises respectives. Et donc ça donne au final, avec un risque géopolitique aussi, puisque maintenant le CISO doit aussi se préoccuper du risque géopolitique pour sécuriser ne serait-ce que le fameux risque de kill switch. On est aussi finalement en train de prendre conscience il est nécessaire maintenant de maîtriser nos dépendances numériques, et c'est bien le thème du forum dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est tout à fait effectivement pertinent dans le monde dans lequel on vit. Et donc le CISO se retrouve à la croisée des chemins et finalement porteur de beaucoup de questions, avec des risques qui sont quelque part maintenant qui ont beaucoup évolué, un monde qui finalement est en constant mouvement. Et ce qui fait que c'est le World Economic Forum, je crois, qui d'ailleurs a publié une étude en disant que finalement les CISO se retrouvent à discuter avec leur DSI, leur directeur financier, leur directeur de communication, la DRH pour les talents, et qu'on a un rôle finalement maintenant complètement transverse. Oui, je vous laisse renchérir peut-être, Nolwenn, sur ce que vient de partager Odile avec nous sur le rôle du CISO. Oui, complètement. Et puis pour illustrer ça, en fait, on a... j'ai peut-être deux chiffres à partager. Le premier, c'est
On a étudié, alors nous côté allemand, on a sur notre base de clients le positionnement des ciseaux dans leur organisation. Il y a 3 ans, c'était 80% dans l'organisation IT. L'année dernière, donc en 2025, c'est 50%. Les autres 50% étant rattachés à des directions digitales, innovation ou risque ou sûreté aussi. Donc selon la nature des industries en général. Donc ça illustre complètement cette transversalité. Et le deuxième sujet, c'est cette fois-ci un sondage qui est mené tous les semestres par Numéum, où, en partenariat avec le SIGREF d'ailleurs, où on questionne les priorités d'investissement et dans les investissements IT. Aujourd'hui, la cybersécurité arrive numéro 2, juste derrière l'IA. Donc c'est aussi l'illustration que ça n'est pas uniquement vu comme une thématique technique de spécialiste, mais bien un sujet transversalisé au sein des organisations. Merci, Nolwenn. Ralph, now, I'm turning to you to maybe go back to what Fabrice mentioned earlier, and it's the importance of a very seamless experience for the end customer, the consumer, in particular. And you have used, in the past, in our conversations anyway, the image of cybersecurity as the brake that allows the car to go fast, which I think is a very powerful image indeed. So how do you position yourself internally so that security is seen as an enabler and not too much of a constraint, not too much of a brake? Yeah, I think that's a very easy picture to understand with the car and the brake, and it's somehow we have to transform cybersecurity being regarded as a compromise for the risk, for the business, as a core business factor. So maybe we could say it's the invisible heart of digitalization. So without it, digitalization will fail, but it's often not visible, because if you drive your car, often you don't need your brake because you're on a straight road, but it's there. And that's a very German perspective with your autobahns, I guess. Yes, and when I was driving to Lille, because I have an electric car, and recuperation is also a brake, and I realized that I really rarely use the brake pedal, because there is an automatic brake mechanism within that car, and it's even giving you back energy. So if we look at that at cybersecurity, it can be the same for the business. And I think the CISO needs to be the person to evaluate the risk, to reduce the risk, and if you can't reduce it or it becomes too expensive to reduce it, you have to talk to the board to find a good decision how to proceed. You still can take the risk, but not the CISO should do that. The board should do that. But therefore, they have to understand the risk. They have to understand what's the cost of measures to even reduce it or eliminate it more, so they can accept it, or we should implement measures to reduce it to an appropriate level. And therefore, you have to turn from a cybersecurity language into the language of business. So you will take good decisions. And if you're there already, I think then the next step is turning yourself being able to direct to digital sovereignty. Because for me, digital sovereignty is the capability to choose. And that's on top of a risk. Because if you know your risks, then the next thing is maybe there are additional risks if you look at it from a sovereignty point of view. But you have to be mature on the risk management level already, and then sovereignty is the next step. And I think that's very important. You can't steer it from top down sovereignty. You have to come bottom up, because then you have all your risks identified, measures in place, and you can do the next step. A few very interesting things here. It's almost automating the brake process that we referred to at the start of this question, and the fact that it can give you back energy somehow, maybe help
spread, inspire the rest of the organization. That's a very valid point. And also this bottom-up approach. And that's the perfect segue for my next question to Nolwenn. I'll switch to French with that one. Parce que Nolwenn, vous avez travaillé sur l'idée de champions cyber, de cyber-champions au sein de l'organisation, comme des ambassadeurs de la cyber peut-être, qui vont permettre de relayer en fait toutes les questions qu'on a abordées justement de cybersécurité et comment on les implique, on les fait vraiment faire partie du design justement de l'organisation de façon efficace bien sûr, et aussi peut-être j'aimerais vous entendre sur le fait que la cybersécurité c'est souvent perçu comme un coût. Un coût financier, un coût en termes de training, d'éducation, etc. Et peut-être de mitigation de risque, alors que c'est beaucoup plus, comme on l'a entendu. C'est aussi redonner de l'énergie, justement, de la confiance à l'entreprise. Oui, et en lien avec ce qu'évoquait Ralph, donc, pour que ça marche, en effet, on a besoin que dans les relais, c'est le challenge, c'est que dans les business, dans les métiers, il y a à la fois une appropriation de la question cybersécurité, mais appropriation, ça veut dire comprendre, mais c'est aussi pour réagir, pour proposer, pour avoir des discussions sur où est-ce qu'on est OK pour mettre le niveau de risque collectivement et quels sont aussi derrière les moyens que collectivement on est capable de mettre en œuvre et de mobiliser face à ce risque qu'on veut prendre ou pas prendre. Donc je pense que par rapport il y a quelques années en arrière où on parlait de cyber-champions plutôt comme des relais facilitateurs qui allaient finalement faire de la sensibilisation dans leurs équipes, là on va beaucoup plus loin. On veut des business partners, des gens qui s'approprient, comprennent et prennent le recul de qu'est-ce que ça veut dire dans leur métier et du coup voilà, se positionnent aussi comme des leaders pour faire élever l'ensemble de l'organisation et, in fine, s'approprier l'enjeu de cybersécurité comme un élément, certes, de gestion de risque et de contrôle, mais aussi de valorisation et de maîtrise de leur business qu'ils peuvent aussi réintégrer dans leur proposition de valeur, quelle que soit leur industrie. Et ça, Odile l'a dit un petit peu aussi, ça positionne le CISO au-delà des frontières de la technique, aussi sur des discussions qui sont très stratégiques et très dans des thématiques qui éventuellement vont aussi bouleverser à un moment donné le discours commercial de leur entreprise. Donc plus que des cyber-champions à l'ancienne, en fait, c'est finalement de faire en sorte que la fonction cyber soit l'animateur de la cybersécurité dans l'entreprise, plus que celui qui va décider de tout, puisque l'incarnation va se faire par les métiers. Merci Nolwenn. Merci. Fabrice, toujours d'un point de vue assez opérationnel, comment est-ce qu'on arrive à démontrer à l'ensemble de l'organisation que la cybersécurité contribue à la performance, la continuité du business et pas juste la protection ? Alors ça, c'est une question compliquée. Mais en fait, nous, on a souvent utilisé les retours d'expérience sur des incidents pour expliquer un risque. Et pour expliquer qu'en fait, la cyber, c'est pas une question d'argent, c'est une question juste finalement d'une activité qui est incluse dans un projet, au même titre que vous allez avoir des coûts télécom, des coûts d'infrastructure, des coûts applicatifs, des coûts de licence, vous aurez des coûts de cyber. Et ce n'est pas autre chose qu'une composante supplémentaire dans un projet. La seule différence, mais c'est à l'instar du projet, le métier décide du risque et du niveau de risque qu'il veut prendre. Voilà, il décide de ses process et il décide du niveau de risque qu'il veut prendre. Donc il n'y avait pas tellement de difficultés. Mais en revanche, on utilise énormément de retours d'expérience sur les incidents pour sensibiliser, expliquer pourquoi, en fait, donner du sens aux analyses de risque que l'on fait. Et évidemment, comme tout le monde, on a malheureusement subi quelques attaques qui auraient pu devenir dramatiques. Et en fait, on a réussi toujours à faire le retour d'expérience en comité exécutif. Et je me souviens d'une anecdote où en fait on avait une très grosse cyberattaque qui avait paralysé une base logistique en Belgique il y a 2 ans. Donc on était en plein travaux de gestion de crise. Et en parallèle, j'avais lancé une très grande initiative qui regroupait les 300 dirigeants de l'entreprise
pour travailler sur ce qui est essentiel dans le retail, la continuité. Donc, quelles sont les activités critiques qui doivent continuer no matter what. Et donc, je me fais attraper par le président du groupement, qui me demande évidemment un état de la situation et qui me dit « Votre métier m'intéresse ». Et résultat des courses, je me suis retrouvé l'année dernière avec une chance incroyable, c'est que j'ai le président du groupement Mousquetaires, donc c'est quand même un groupe qui fait 50 milliards, 150 000 collaborateurs. Et bien en fait, le président de ce groupement est venu au sein de la direction cyber pendant officiellement 1h30. Bon, il est resté de 14h à 18h30 pour comprendre tout ce que l'on fait. Et on a ouvert tous les capots. Et je rejoins ce que disait Ralph tout à l'heure. Il a énormément apprécié ce moment parce qu'on est parti d'exemples concrets qui lui parlent. On a parlé d'encaissement, on a parlé de passage de commande, on a parlé de livraison, on a parlé d'expérience digitale, on a parlé de GenAI avec le risque demain sur le retail qui est la perte de la relation entre le client et le retailer, puisqu'on imagine bien que les moteurs de recherche vont être de l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est un nouveau risque qui arrive. On a le kill switch, effectivement, qui arrive. Donc on lui a présenté tout ça, mais avec des termes qui lui parlent à lui en tant que dirigeant d'entreprise et commerçant, puisqu'ils ont cette double casquette. Et donc on n'est parlé que de cas hyper concrets. Et résultat des courses, en fait, effectivement, à partir du moment où vous utilisez leur langage, à partir du moment où vous leur expliquez les risques auxquels ils sont confrontés au quotidien, eh bien, la conséquence, c'est qu'ils sont très intéressés par ce que vous faites. Et on a eu la chance, du coup, de passer 4 heures avec lui. Et la conséquence, c'est qu'on a été voir tous les conseils d'administration du groupement pour leur refaire la même, enfin, du moins le COMEX du groupement, pour refaire exactement la même chose. Et alors, ce qui était intéressant, c'était l'anecdote que j'ai entendue d'un des membres du COMEX à l'issue, c'est de dire... Bon, moi, je ne suis pas informaticien. Et me dire que j'allais passer une matinée avec l'informatique, j'avoue que je suis arrivé parce que voilà, c'était dans l'ordre du jour, mais j'avais pas beaucoup de... Enfin, j'avais peur de passer une très longue matinée. Et je n'ai pas vu cette matinée passer. J'ai énormément apprécié parce que je n'ai pas entendu d'acronyme technique, parce que vous avez parlé de mon activité et parce que vous m'avez présenté le risque cyber avec un état global de la menace et ensuite ce qui se passe pour moi dans mon magasin, de manière très simple, très compréhensible. Et donc en fait, on s'aperçoit que plus on arrive plus on comprend nos métiers, ce qui prend du temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de métiers, c'est très compliqué, mais plus on comprend nos métiers, plus on a leur vocabulaire, plus il est très facile pour nous d'aller expliquer l'impact d'un événement cyber dans son activité. Et ensuite, il dit oui, j'accepte, non, je refuse, je le transfère, etc. etc. Et c'est ça justement qui importe. Parler la même langue. Parler la même langue. Exactement. Il faut pas que l'entreprise soit une tour de Babel. Il faut qu'on arrive tous à avoir le même vocabulaire. On rencontre les mêmes difficultés dans le secteur industriel. C'est pareil. Où on n'a pas le même langage, entre un ingénieur industriel et un ingénieur cyber, et que tant qu'ils n'auront pas le même langage, ça ne va pas fonctionner forcément. Ok. Odile, j'avais une question pour vous, parce qu'il nous reste 5 minutes pour notre discussion. C'était le lien entre la cybersécurité, la résilience, dont on a beaucoup parlé, bien sûr, ici au Forum jusqu'à présent, et la confiance, bien entendu, la confiance. Et à quel point ce lien, cette convergence, ça devient un levier pour le développement commercial, et comment les certifications et la réglementation, que vous avez évoqué un peu plus tôt, justement, peut aider à cela, peut accompagner tout cela. Alors, la réglementation, effectivement, elle parle de résilience opérationnelle. Alors moi, c'est un terme que j'aime beaucoup, parce que je rejoins ce qui a été dit. La résilience opérationnelle, ça veut dire que ce n'est pas de la cyber-résilience, donc ce n'est pas le problème du ciseau, c'est le problème de l'ensemble de l'entreprise, parce que ce sont à la fois des mesures techniques et des mesures organisationnelles qui va permettre, en cas de panne informatique, de cyberattaque, de fuite de données, qui sont nos risques finalement principaux, ça va permettre à l'entreprise de se relever, de continuer son activité et de gérer ses fonctions, continuer ses fonctions critiques. Et ça, c'est le terme qui est très important dans toutes les réglementations, que ce soit NIS 2 ou DORA. On retrouve cette même préoccupation de continuer finalement son activité essentielle, quel que soit son domaine d'activité, parce que ça, c'est multisecteur. Et d'ailleurs, c'est une bonne pratique de connaître en fait ces fonctions critiques au final, qu'on soit régulé ou non. Sauf que ça met un coup de projecteur dessus.
et que ça permet en fait de prendre les choses finalement au bon niveau, parce qu'on a un aspect organisationnel d'entreprise qui rentre en jeu. Et effectivement, je rejoins ce que dit Fabrice, il faut connaître la même langue, parler la même langue que ces métiers, pour pouvoir en fait avoir un discours construit et cohérent. Alors après, ça a été dit, il y a le fameux risque de kill switch, et donc il faut connaître aussi ces dépendances numériques, et quelque part sur qui on peut compter, ou pas. Et donc c'est là où il faut aussi dépassionner le débat, rationaliser. Et donc pour rationaliser, rien que mieux que les KPI, ça, on en est tous très friands, dans l'IT, mais partout finalement. Et donc l'idée, c'est de rationaliser. Nous, on a proposé, au niveau du comité stratégique de filière, et la Caisse des dépôts est impliquée aussi dedans, le calcul d'un indice de résilience numérique, qui permet en fait sur 8 axes d'avoir une visibilité sur qui sont ses fournisseurs, où est-ce que sont hébergées les données, est-ce que en interne on est suffisamment formé, est-ce que les données sont exploitées, est-ce qu'elles sont soumises aux lois d'extraterritorialité, avoir une cartographie finalement de son patrimoine informationnel. Aujourd'hui c'est un actif immatériel, mais c'est peut-être le plus précieux de l'entreprise aussi. Donc, avoir cette cartographie, regarder ces dépendances numériques pour, encore une fois, les maîtriser. Et c'est vraiment ça, finalement, tout l'objet. Et là, le lien avec la réglementation, il est sur les fonctions critiques. Nous qui regardons comment calculer ce fameux indice de résilience numérique, on le fait sur nos fonctions critiques DORA. Et le lien avec la réglementation aussi, il est là, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir une vision, de se dire à la fin, de donner encore une fois à nos COMEX, instances de gouvernance de façon générale, un outil de pilotage pour décider si oui la situation convient ou si elle ne convient pas. Et si elle ne convient pas, finalement comment migrer, comment y remédier. Et en fait c'est ça l'objet. Merci. Très très rapidement, Nolwenn, l'IRN, ces fameux indices. Oui, pour ne pas paraphraser, je pense que c'est aussi la porte ouverte à changer la discussion et peut-être ne pas parler uniquement de KPI techniques, mais de pouvoir au niveau d'un board parler score, parler analyse de gap, amélioration continue dans les roadmaps et du coup incarner cette thématique résilience où il n'y a pas d'objectivité avec la cybersécurité par ailleurs, la cyber étant un des sujets de la résilience. Voilà. Alors, je vous propose, pour conclure cette conversation, de faire un petit tour de table et de vous demander, en fait, quel est le mot, peut-être, ou le concept clé pour répondre au thème de notre conversation, c'est comment la gouvernance peut s'adapter aux risques cyber. Qu'est-ce qui est clé? Fabrice, vous avez évoqué la langue, le langage, parler la même langue. Alors, je dirais langage. Eh bien, voilà. Merci Fabrice. Mais c'est vraiment essentiel ce concept, vraiment réussir à s'entendre, à se comprendre. Est-ce que je vois que ça tourne? Oui, effectivement. En fait, on s'aperçoit, mais c'est comme partout, c'est que tant qu'on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à avancer. Et pourtant, le principe, c'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, essayons de travailler tous ensemble et on ira beaucoup plus loin. Merci beaucoup. Odile. Alors moi, je parlerai de maîtrise des dépendances, maîtrise de son risque. Effectivement, il y a plusieurs fois finalement ce qu'on appelle dans une banque l'appétit au risque, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de savoir le niveau de risque qu'on est en capacité d'accepter dans une entreprise selon son domaine d'activité, les données manipulées et les différentes réglementations auxquelles on est soumise. Langage, langue, maîtrise. Un cran plus loin ou plus décalé, c'est au-delà de gouverner ça pour son entreprise, de se dire qu'on a une responsabilité sociétale et que finalement les challenges qu'on relève, ils sont aussi sociétaux. Donc cette notion de trust, de confiance, elle est aussi pour vivre un numérique plus sûr globalement. Et donc c'est intégrer cette dimension sociétale dans notre aussi management de la cybersécurité et donc engager nos professionnels cyber à être aussi des cybercitoyens. Et donc je fais un petit lien avec une plateforme d'initiative d'écosystème privé, public, voilà, ça lie un peu tout le monde, qui s'appelle cyberfortomorrow.fr, où vous pouvez trouver plein d'idées si vous avez envie d'être vous-même acteur de tous ces sujets. Donc cyberfortomorrow.fr. OK, .fr. OK, merci beaucoup. Donc c'est le sens des responsabilités. Ralph, one keyword here to convince governance that they must adapt to cyber risk. I think it's
as we said, a topic for everyone. So citizens, government, organizations, especially organizations working together. So the supply chain starts with resources and ends up with the end customer, and everything in between has to be cyber aware. And I think you said it, responsibility is the most important thing, because regulation is the obligation. So you have to fulfill it. But if you fulfill it, there's even something more, and this is responsibility to do the right thing for your organization, because regulation won't tell you exactly what to do. That's something you have to arrive on your own risk appetite. Who said that? Yeah. That's a great one. Not just compliance, responsibility, taking ownership indeed. Many thanks to all our speakers here on stage. Un grand merci à tous nos participants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour partager vos perspectives et vos expériences en tant que praticien. Merci beaucoup.